L'info continue dans Soir d'info. Je passe le relais à vous, Pape Abdoulaye Der. Vous recevez ce soir le docteur Moussa Diop. C'est à vous. Merci beaucoup, cher Ahmed Tidjane Diop. Vous l'avez dit, nous recevons avec beaucoup de plaisir le docteur Moussa Diop. Il est enseignant, diplômé en sciences politiques et relations internationales, docteur en communication et d'autres gens passant, et analyste politique. Nous allons avec vous survoler l'actualité nationale comme internationale. Docteur Moussa Diop, bonsoir. Bonsoir, Fatou Abdoulaye Der. Merci pour cette invitation. Alors, Chérif Diop, nous l'avons suivi avec lui, les résultats du sommet économique de Paris. Déjà, moi, ce que je voudrais comprendre, est-ce que véritablement le problème de l'Afrique, c'est la dette? Si on sait que, je lisais ce matin un post du député Cheikh Oumar Sy, où il dit que les États-Unis et l'Europe cumulent respectivement une dette publique pour les États-Unis de 22 000 milliards de dollars, 27 fois la dette de l'Afrique donc, et pour ce qui est de l'Europe, 11 000 milliards, quelques 16 fois donc la dette de l'Afrique. Moi, finalement, je ne comprends pas, alors que nous, l'Afrique réunie, c'est 800 milliards de dollars de dette. Est-ce qu'on peut comprendre ça, docteur? Exactement, 799 milliards de dollars, en fait, en termes de dette. Alors, c'est une manœuvre qui est classique. Les pays européens comme États américains, en fait, cumulent une dette supérieure, en fait, une dette publique supérieure. Cette dette leur sert Excusez-moi, ils financent donc ils financent leur développement par la dette. Et ils refusent que le continent africain fasse pareil. Le problème principal, c'est que l'Afrique, en fait, la question ici, ce n'est pas la dette de l'Afrique. Ce sommet, s'il était véritablement posé sur des prémices valides et vraiment justes, ce n'était pas la dette qui était à traiter. Ce qui est à traiter ici pour l'Afrique, c'est l'accès à des instruments financiers de manière équitable, l'accès à ces instances de gouvernance mondiale, un accès équitable. L'Afrique est sous-représentée. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique au sein du FMI, au sein de la gouvernance mondiale? J'aime à reprendre un terme de mon collègue, Dr Cheikh Fall, qui dit que l'Afrique est mondialisée, mais pas mondialisatrice. Elle subit les affres de la mondialisation. Donc, le problème principal ici, c'est l'accès à des instruments financiers de manière équitable, l'accès à ces instruments de gouvernance mondiale, mais surtout traiter la problématique des flux financiers illicites. Parce qu'à ce jeu-là, par exemple, un pays comme la France, le Royaume-Uni sont les champions. Ils font perdre à l'Afrique des centaines de milliards qui auraient pu servir à son développement. Mais ça, personne n'en parle. Alors, quel intérêt pour l'Afrique véritablement de prendre part à un sommet du genre? Ici, en fait, c'est une déception que je vais souligner parce que l'Afrique n'a pas sa place là-bas. Aujourd'hui, au sortir de cette Covid-19-là, il faut que l'Afrique se prenne en main et pose définitivement la question de la souveraineté économique, monétaire, mais aussi de la souveraineté politique. Il faut penser à des formes de convergence. Moi, je parle de convergence régionale, sous-régionale, au-delà de l'Union africaine, la CEDEAO, tout ça, parce que ces organisations ont prouvé leurs limites. Ce sont des organisations qui ne représentent pas le peuple, qui ne sont pas appropriées par le peuple. Il faut des convergences où le peuple puisse reconnaître et le peuple puisse s'en approprier. Et il faut que cette souveraineté soit repensée, rediscutée, et c'est le moment ou jamais. Est-ce que cela ne relance pas... Ça relance la question. De la monnaie. Cette question de la monnaie est infiniment pertinente. L'écho ne résoudra rien. Ici, il faut se dire que... Une monnaie commune africaine. Ou peut-être même pas une monnaie commune africaine, mais en tout cas des monnaies souveraines avec lesquelles on peut travailler en fait en tant qu'Africains et qui sont interchangeables en Afrique. Effectivement, c'est une question cruciale en fait. C'est une question cruciale et des monnaies qui n'ont pas besoin d'être arrimées à l'euro, par exemple. C'est un non-sens complet. C'est un non-sens complet. Ça montre encore une fois que nos économies sont des économies extraverties qui dépendent du monde extérieur. Et voilà, ce sommet qui propose aussi d'aider, enfin, encore une fois, financer, par exemple, le secteur privé africain. Ça, si on l'accepte, c'est accepter aussi que l'essentiel des profits réalisés par ce secteur privé sortent encore. Voilà. Et donc, nous ne serons pas développés. Nous serons encore... Vous allez me le permettre, parce qu'il y a 2-3 semaines, un de vos chroniqueurs avait parlé du paradigme développementaliste en citant Rostov.
un paradigme qui date des années 60 et qui n'est pas aujourd'hui adapté, qui n'a jamais été adapté à notre logique de développement. L'Afrique n'a pas en réalité, l'Afrique n'a pas de retard à rattraper. On n'est pas obligé à suivre les 5 étapes de la croissance théorisées par Rostov. On n'a pas besoin de l'aide extérieure pour se développer. Alors, LDTS, on a également entendu dans le journal, parmi les solutions préconisées, des tirages spéciaux. C'est encore des mesurettes, des non-sens économiques, parce que on va tourner en rond, mais l'essentiel aujourd'hui pour l'Afrique, c'est de se tourner résolument vers le cap de la souveraineté économique et monétaire. Tant que l'Afrique est sous-représentée au sein des institutions de gouvernance mondiale, tant que l'Afrique reste à subir les affres de cette mondialisation, ces mesures-là, ce sont des mesures néolibérales, agressives, sauvages, qui vont encore faire en sorte que l'Afrique, son économie, sa politique, sa souveraineté restera arrimée au destin européen et états-unis. Donc pour vous, hein, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre. Qui veut rester encore dans Je vais reprendre même le terme d'Emmanuel Macron, c'est pour le perlimpinpin, comme il disait. Donc c'est de la poudre aux yeux. C'est un sommet qui n'a pas son sens aujourd'hui. Il n'a pas d'intérêt véritable pour l'Afrique. L'Afrique doit, encore une fois, prendre le cap de la souveraineté. Ils veulent tout simplement garder leur... C'est un moyen pour la France. L'Afrique, comme je disais tout à l'heure, en reprenant les termes du Dr Cheikh Fall, l'Afrique est mondialisée et pas mondialisatrice. Quand je dis mondialisée, c'est que dans ce territoire africain-là, il y a une compétition des puissances étrangères. C'est maintenant l'heure à laquelle il faut, pour l'Afrique, revoir ses relations internationales, revoir sa coopération internationale et décider avec qui elle devrait rentrer en partenariat. Un partenariat gagnant-gagnant. Pour avancer, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, vous parlez de puissances étrangères. Pourquoi ces puissances étrangères restent muettes face à ce qui se passe au Proche-Orient, avec un regain de violence qu'on ne comprend pas? Quand je dis qu'on ne comprend pas, parce que depuis plusieurs années, c'était un calme relatif, même si Israël continuait la colonisation à Jérusalem, comme les arrestations massives. Hein. Mais du coup, le vendredi 7, après la prière du soir, sur l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam, eh bien, après la prière du soir, c'est l'embrasement. Et à ce jour, on est à 150 morts côté palestinien, 10 du côté israélien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas rentrer dans une explication symbolique, mais on va traiter cette question israélo-palestinienne d'une manière politique et géopolitique. Israël, au fur et à mesure de son existence, a pu nouer des partenariats avec un ensemble de puissances étrangères, notamment dans le monde arabe. Et ce qui lui rassure, en fait, une arrière-garde solide qui lui permettrait justement de dérouler son projet. Dérouler ce projet sur ce vaste territoire-là et continuellement annexer la Palestine. On va résolument vers une disparition même du peuple palestinien. Voilà. Donc les peuples, les puissances étrangères, les pays arabes, musulmans, etc., ne vont pas se prononcer ouvertement contre les actes d'Israël parce que ce sont en réalité des partenaires économiques, des partenaires technologiques, etc. La Russie, pareil, est partenaire d'Israël. La Chine, aujourd'hui, s'est invitée dans la gestion de cette crise. Mais il faut savoir que la Chine est un partenaire aussi d'Israël. Donc, on est dans un scénario où une hypocrisie en fait internationale qui se joue au détriment du peuple palestinien. Le peuple palestinien est prisonnier doublement, prisonnier en fait des vérités impérialistes d'Israël, mais aussi prisonnier des parties prenantes. Ils sont issus de son sein. Hamas, OLP, et l'OLP n'a plus de légitimité aujourd'hui. Hamas, bras armés, mais avec quel impact? Aujourd'hui, au détriment du peuple palestinien. Il y a continuellement un embrasement et puis le peuple palestinien vit dans des conditions extrêmement compliquées, ce qui n'est pas assez dit. Alors, on a parlé des puissances, des grandes puissances, mais et chez les Arabes, on ne comprend pas aussi, avec les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Maroc, le Soudan, qui ont signé des accords de normalisation avec Israël, même si on sait que c'est à l'instigation de l'administration Trump qui était finissante, mais entre août et décembre 2020. Mais là également, ils seront entre le marteau des dividendes, je vais dire, de ces accords, mais aussi l'enclume de leur opinion publique
largement favorable, comme ici au Sénégal, aux Palestiniens. Alors, comment gérer ça? Les opinions publiques mondiales sont largement favorables à la cause palestinienne, à la cause du peuple palestinien, on va dire. Mais ce qui se joue pour le monde arabe, les pays arabes, qu'est-ce que c'est qu'en fait ces pays arabes? C'est des démocratures, c'est-à-dire un mix de démocratie et de dictature. C'est des monarchies, c'est-à-dire où il n'y a pas de principe démocratique. La liberté d'expression n'est pas aboutie, par exemple. Et symboliquement, ce qui se joue, c'est que soutenir ouvertement les velléités de liberté du peuple palestinien, c'est aussi soutenir des principes de démocratie, d'expression, de liberté d'expression, etc. Est-ce qu'ils ont intérêt à soutenir ça? Et quels seraient les impacts dans le peuple? Aujourd'hui, la question palestinienne pour ces pays arabes-là, c'est une question qui leur sert qu'ils vont mobiliser en fait ça les autorise en fait à contrôler leur population, faire dans le populisme, emprisonner à gauche, à droite, instaurer des régimes assez dictatoriaux, martiaux en tout cas, pour asseoir leur influence. Ces régimes n'ont rien de démocratique. Ils n'ont pas intérêt à soutenir des causes démocratiques parce que les retombées pourraient être néfastes pour ces régimes-là. Alors, la position du Sénégal? La position du Sénégal, assez timide. Très, très timide. Quand on sait ce qu'a été le Sénégal. On a les moyens d'être plus offensif. Effectivement, il faut avoir les moyens de sa politique, mais quand même, le Sénégal, même symboliquement, le Sénégal, c'est un pays où il y a au moins 90% de musulmans. Et historiquement, même depuis 5 ans, le Sénégal a toujours soutenu les causes des peuples victimes d'injustice, et le peuple palestinien y compris. Et d'ailleurs, le Sénégal a accueilli, reçu, assuré une représentation, reconnu une représentation diplomatique, par exemple, au peuple palestinien. Donc, le Sénégal doit s'inscrire et renforcer cette tradition. Les foyers spirituels religieux au Sénégal se sont prononcés ouvertement sur cette question en montrant leur soutien au peuple palestinien. Ça, c'est bien. Mais il faut que, du point de vue politique, qu'il y ait plus de courage et d'audace. Voilà. On va aborder un peu l'actualité nationale, l'actualité politique surtout. D'abord les élections locales. Enfin, une date, le 23 janvier 2022. Oui. Pour vous, c'est finalement la bonne date? Même si on savait que l'opposition avait comme deadline décembre 2021. Bon, le pouvoir, ou en tout cas la coalition au pouvoir, parlait de février 2022. Le président, finalement, coupe la poire en deux. Et pour vous, c'est une solution viable? Alors, dans un pays qui a une tradition démocratique ancrée, avancée et qui a un certain nombre d'acquis, le président de la République ne devrait pas trancher en fait sur des questions d'élection. C'est un sacré recul en fait, même symboliquement c'est un sacré recul. D'une part. De l'autre part, c'est que aussi c'est une question qui a été instrumentalisée d'un côté comme de l'autre. L'opposition comme le parti régime au pouvoir. Est-ce que finalement ça les arrange qu'on organise des élections au niveau local? Parce que la question qui se pose aujourd'hui pour les deux partis, c'est quelle serait la représentativité? Est-ce que je vais gagner? Si je ne gagne pas, c'est que ce qui va effet ricochet de législatives, présidentielles. Justement, c'est là où je voulais en venir. Vous êtes d'accord avec certains qui parlent déjà de premier tour de la présidentielle de 2024 pour ces locales? Alors, je ne dirais pas forcément un premier tour, mais en tout cas, ce sont peut-être des signes avant-coureurs de ce que sera 2024. Un tour de chauffe, quoi. Voilà, on va dire ça. On va parler de tour de chauffe. Et donc, pour la première fois également, on va élire ces élus locaux au suffrage universel direct. Donc, le coefficient personnel sera très important. Très important, effectivement. Pour la première fois. Pour la première fois. Mais ici, aussi, il faut dire qu'en fait, les élections locales, c'est aussi un moyen pour les citoyens de s'exprimer, en fait, d'être aussi dans une perspective de démocratie, peut-être participative ou démocratie directe. En tout cas, il ne faudrait pas que cette question, ces élections locales, soient continuellement confisquées par le personnel politique dont on dispose, opposition comme parti au pouvoir réuni. Alors, parlons un peu également de la communication du président de la République. Alors, oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors, en regardant M. Macky Sall à l'extérieur, on voit que en fait, c'est deux corps différents. Je parle corps métaphorique. Deux corps différents, deux corps du roi, dont parle Ernst Kantorowicz. Alors, le corps du président qui est à l'extérieur, il est détendu. Il est détendu, offensif, dans la proposition permanente. Et même presque dans la séduction. Parce qu'il y a un auditoire peut-être précisé. Et d'ailleurs, il est fort à remarquer que le président ne s'exprime pas à l'extérieur à ses médias. Parce qu'à l'extérieur du Sénégal, il y a des médias.
créée par des Sénégalais, et qui, voilà, le président ne s'exprime pas avec, devant eux. Ça, c'est une chose. Donc, à l'extérieur, on a un président différent. À l'intérieur de ce pays, au Sénégal, le président communique autrement. Très sobre, très discret, et presque sur un ton paternaliste. Pour moi, en fait, c'est quelque part très contradictoire, mais en même temps, ça marque une rupture profonde, en fait, vis-à-vis de ce peuple-là. On confond ici une communication politique qui a deux dimensions normalement. Une communication politique dans un sens marketing politique électoral et une autre communication politique qui est en fait une communication publique. Une communication où on est censé rapporter de l'information, essayer de susciter l'adhésion, la compréhension, l'adhésion des projets, des programmes qui sont mis en œuvre pour le citoyen. Or là, on confond les deux. On confond les deux niveaux. Premier exemple que je vais donner, ou l'exemple que je vais donner, c'est le conseil présidentiel, par exemple, pour l'emploi des jeunes qui s'est tenu il y a 3-4 semaines en arrière. Voilà. Moi, j'ai posé la question à mes étudiants, est-ce que vous étiez au courant? On dit non, on n'était pas au courant. Est-ce que vous avez regardé? Oui, on a regardé. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors là, on a eu l'impression d'être dans un meeting, en fait. D'abord, les étudiants qui parlent. D'abord, sur quelle base on a choisi ces jeunes qui étaient peut-être qui devaient représenter la jeunesse sénégalaise? Première question. Et les réponses qui ont été apportées, les invités, c'est-à-dire ce public extérieur au Sénégal qui est là, ces partenaires dont on dit qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Est-ce que ce conseil présidentiel ne devait pas être repensé autrement, qu'il soit beaucoup plus proche des citoyens et un conseil décentralisé? Parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar ou à Diamniadio. Le Sénégal profond, donc pour vous, la politique a pris le pas sur... La politique a définitivement pris le pas sur les vraies problématiques des citoyens. Et donc il faut que, en tout cas, l'équipe présidentielle revoie sa copie concernant la politique. Mais ce que je dis est aussi valable pour les membres de l'opposition. On est toujours dans des phases de politisation extrême, en fait, des problèmes publics. Or, on a besoin de comprendre ce qui se passe réellement, on a besoin de comprendre les enjeux. Aujourd'hui, j'attends par exemple les hommes politiques, le personnel politique dont on dispose, qu'ils nous proposent des choses concernant ce forum-là sur le financement de des économies africaines. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Qu'est-ce qu'ils vont dire demain à l'issue de ces propositions qui ont été formulées par la France? Voilà, et les populations ont besoin de comprendre ça, c'est une communication politique. Une communication du politique vers le public. Une communication publique qui permet de comprendre réellement les enjeux et qu'on puisse apporter des réponses pour les problèmes des citoyens. Pour vous, face à la problématique de l'emploi des jeunes, est-ce la solution 150 milliards sur 3 ans dégagé par le président de la République? Alors, 150 milliards sur 3 ans, c'est très bien. Mais le Sénégal, c'est un pays qui est essentiellement jeune. Donc, il ne devrait même pas exister, en fait, de ministère de la jeunesse, par exemple. Parce que la jeunesse est véritablement un problème public. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire à la place d'un ministère de la jeunesse? En fait, de véritables programmes soutenus financièrement et qui sont largement partagés au niveau local. OK. Voilà. Largement partagés au niveau local, en fait. Un ministre de l'Emploi. Qui prendrait en charge, voilà, carrément, qui prendrait en compte, voilà, tous les aspects qui concernent ces jeunes-là et puis d'autres. L'insertion des jeunes. OK. Voilà. Juste pour rester sur ce registre-là. Donc pour vous, l'approche qu'on veut faire de cette affaire-là n'est pas très sociologique. On pense finalement régler ça par les finances. Et est-ce que c'est la bonne solution? Parce que là, c'est deux paradigmes qui vont s'affronter. Oui, deux paradigmes. L'approche sociale et l'approche financière. Alors, deux paradigmes qui s'affrontent ici. L'approche sociale, comme vous dites, et l'approche financière. Alors, la problématique principale, ce n'est pas une question de disponibilité des moyens, parce que des moyens ont toujours été régulièrement décaissés. Ça, il faut quand même le reconnaître. Des moyens ont été toujours régulièrement décaissés pour soutenir l'emploi des jeunes. Mais est-ce sauf que ces moyens, on n'a absolument pas de visibilité là-dessus. Comment c'est géré, à qui c'est destiné et comment se fait le partage de ces moyens-là. Est-ce que les publics cibles, obtiennent ces moyens-là et est-ce qu'il y a un suivi derrière? C'est tout un ensemble de questions auxquelles il faut répondre. Et face à ces échecs, on peut raisonnablement penser que la finance n'est pas le nœud du problème. Il faut peut-être développer d'autres pratiques. Aider, par exemple, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que les jeunes à qui on destine ces fonds sont formés pour l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils connaissent le cycle de vie d'une entreprise? À quel moment il faut injecter de l'argent? Comment on fait pour gérer cet argent-là?
Ça pose un autre problème aussi, la formation. La formation, en tout cas, le soutien massif dans la formation. Il faut mettre le paquet sur la formation. Voilà. Merci beaucoup, docteur Moussa Diop. Malheureusement, le temps qui nous est terminé. La réalisation me signale qu'il est temps de céder la place. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain. Merci.